bonjour à tous. En fait, je suis la dernière à passer. J'espère que je ne vais pas trop vous prendre le chou avec le propos que je vais vous tenir. En fait, moi, je n'ai pas du tout fait d'école de journalisme, donc je ne suis pas du tout dans les clous, je ne suis pas du tout comme les autres, je suis une espèce d'ovni en voie de disparition. Comment je suis devenu journaliste? J'ai un DSS d'informatique, j'ai un DEA d'histoire, et dans quelques semaines, je serai docteur en histoire. Et donc, lorsque j'ai bouclé mon DSS de système d'information à l'IAE de Paris, je devais choisir un mémoire de sortie. Et mon mémoire de sortie est né d'une discussion autour d'une table, une sorte de pari. Un de nos profs nous parlait du groupware. Et le groupware, c'est un outil de collaboration. Et cet enseignant me disait, mais le groupware, ça n'existe pas. Et je lui dis, c'est faux, parce qu'il y a le premier forum groupware qui se tient à Londres. Et je lui dis, moi, je vais aller à Londres. Il me dit, comment? Je lui dis, tu verras, j'irai à Londres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir deux groupes de presse. Un groupe américain qui appartenait au groupe Computers World et qui éditait à l'époque un journal informatique qui s'appelait Le Monde Informatique, qui n'a rien à voir, je précise, avec le journal Le Monde, et son concurrent qui appartenait au groupe Test et qui s'appelle 01. Pour le monde informatique, je leur ai vendu une sauce en leur expliquant, voilà, il y a le premier forum groupware à Londres, si vous n'en parlez pas, demain votre journal crève. C'était très direct. Le rédacteur en chef, qui ne m'avait jamais vu, m'a dit, tu ne mâches pas tes mots, mais c'est sans doute vrai, le programme est où? Je lui ai dit, il est là. Il a regardé, il m'a dit, ok, tu veux quoi? Le couvert ou l'avion? Je lui ai dit, l'avion, pas de problème, je te paye l'avion. Donc j'avais déjà un billet payé. La deuxième chose, il me fallait un lit. Le lit, ça a été assez clair. Je suis allé voir le concurrent, 01 Informatique, en n'ayant évidemment pas avoué que j'étais allé voir le monde informatique avant. Et 01 m'a offert les nuits d'hôtel. Les nuits d'hôtel à Londres sont excessivement chères. Donc de toute façon, je faisais une excellente affaire. Donc je suis allé à ce forum. J'ai ramené des papiers, ce qu'on appelle un angle, avec des angles totalement différents. Un angle très techno et management pour le monde informatique, et un angle pas techno du tout, mais plutôt orienté outils, produits, pour 01. Ça a défrayé la chronique, j'ai battu des records d'audience, à l'époque il n'y avait pas encore Internet, on m'a recommandé d'autres papiers, ce qui explique que par la suite, j'ai lâché totalement mon job d'administrateur réseau pour devenir journaliste techno. Lorsque j'ai quitté le monde informatique et 01 Informatique, je suis parti vers le métier du conseil pour un mensuel qui s'appelait Consulting, qui est une sorte de lettre privée, uniquement sur abonnement, pas de publicité, tirage 450 exemplaires, diffusé uniquement sur abonnement, lu par ce qu'on appelle les gros cabinets conseils, c'est-à-dire KPMG, Ernst & Young, Capgemini, à la fois du monde des éditeurs, comme par exemple SAP ou Oracle. Vous avez certainement entendu parler d'Oracle à cause de la course autour de la course au large que fait chaque année Larry Ellison. Et puis, parallèlement à cette carrière-là, j'ai enseigné à l'université. Je me suis occupé de doctorants, c'est-à-dire de gens qui passent des thèses pour la fac de Nanterre, ce que devient un doctorant quand il a fini sa thèse, comment il se case pour lui trouver un job. Donc c'est vrai que j'ai connu en fait deux évolutions, une stratégie de développement papier, c'est-à-dire comment l'information venait à nous et comment on traitait cette information, et puis l'évolution avec l'arrivée du web, ne plus travailler ou faire un mixte entre une version papier et une version web, ce qui était le cas du mensuel Consulting, puisque lorsque Consulting n'existe plus du tout aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est qu'on a été vendu au CA2C, enfin le groupe MM a été vendu à un groupe anglo-saxon qui s'appelait le groupe Tarsus. Le groupe Tarsus était spécialisé sur l'environnement des conférences, donc ils ont viré tout le pôle presse. Et à l'époque, il y avait Consulting, Marketing Magazine et Marketing Direct. Donc Marketing Direct et Marketing Magazine ont été recédés à Action Commerciale, qui lui-même par la suite a été recédé à un autre groupe qui maintenant s'appelle Editialis. Consulting est complètement disparu. Donc j'ai fait la même chose en anglais, en Angleterre, pour entre autres Information Strategy, qui est une sous-filiale de The Economist et qui ne se porte pas à l'heure actuelle franchement très bien. Et donc je vais vous parler comment en fait j'ai vécu cette évolution avant le web et comment on travaille maintenant avec le web, puisque je travaille également
dans le management et pour un magazine sportif qui est la Fédération française de natation. Ça n'a rien à voir avec le mode opératoire d'un journal comme Le Monde ou d'un journal comme Les Échos. Pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'est pas adossé à de groupes financiers, donc on a ce qu'on appelle l'indépendance intellectuelle. On ne passe pas de pub non plus, sauf, je vous expliquerai, on a une pub indirecte qui est en fait, pour la Fédération française de natation, les pubs de tir. Tir, c'est ce qu'on appelle un équipementier. Et un équipementier, c'est celui qui va délivrer les maillots de bain, les sacs de sport pour les nageurs. On a toutefois une contrainte forte. On n'a pas le droit de parler des équipementiers concurrents, qui sont notamment Speedo et Arena. Donc lorsque j'ai fait un papier pendant les mondiaux de natation sur Arena et sur le mode de fonctionnement d'Arena et de Speedo, je l'ai placé dans une revue sur le web qui s'appelle Life in Sport, dont le site est en cours de réévolution. Donc je ne peux pas vous le montrer parce qu'ils sont en cours de... Je me suis connecté au site tout à l'heure et malheureusement, le site n'est pas encore remis à jour, il n'est pas montrable. Donc ça, c'est une première mise au point. Donc je vais vous expliquer comment on fabrique de l'enquête d'investigation en utilisant les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Viadeo. Pour ma part, j'utilise très très peu Facebook parce que je n'y trouve pas du tout ce que je cherche. LinkedIn et Viadeo, ce sont deux outils qui permettent, je vous montrerai après une live, qui permettent en fait de rentrer dans des groupes de discussion, ce qui permet de s'infiltrer. Quand on fait de l'investigation, il faut pouvoir s'infiltrer. Moi, mon gros dada, c'est le management, les ressources humaines, par exemple. C'est par exemple quand on met en place un outil comme SAP. SAP, c'est un outil qui permet d'améliorer les finances, d'améliorer la traçabilité, d'améliorer par exemple combien un supermarché va vendre de culottes de la marque Kleenex, par exemple, combien ils en vendent par rapport à une éventuelle concurrence. Alors, comment on peut tirer parti de ces réseaux sociaux ? Pour ça, il faut décliner une méthode de travail. Cette méthode de travail, ça commence par la collecte d'informations. Ensuite, on va analyser cette information, on va hiérarchiser cette information et on va utiliser plusieurs moyens. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'ancien système, on utilisait déjà des moyens comme le Who's Who, le téléphone et le bouche à oreille. Le Who's Who, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un énorme bottin mondain qui vous donne en fait toute la biographie d'un individu qui peut par exemple être PDG d'une grosse boîte. Dans mon premier job en version papier, j'ai dû réaliser ce qu'on appelle un portrait. Un portrait, c'est très compliqué à faire parce qu'il faut arriver à retrouver le passif d'un PDG. Et le passif d'un PDG, c'est pas toujours très glorieux. Parce qu'un PDG, ça peut être un gros du CAC 40, et ses actions ne sont pas toujours hyper lumineuses. C'est-à-dire qu'il peut très bien avoir été patron d'une entreprise, avoir été remercié par les investisseurs, attendre un peu et être renommé patron d'une autre grosse boîte. C'est ce qu'on appelle le jeu des chaises musicales. Donc mon premier job, j'étais spécialisé sur le portrait. Donc l'un des gros portraits que j'avais dû réaliser, c'était un portrait d'un homme du management. Et lorsque je suis allé le voir, premièrement, il ne voulait pas me dire réellement toutes les entreprises par lesquelles il était passé. Donc j'avais dû aller fouiller dans le Who's Who. Le Who's Who, lorsque j'ai regardé, j'ai pu avoir toutes ces antériorités. Après, à moi de trouver à l'intérieur de ces antériorités ceux qui, dans ces anciennes sociétés, accepteraient de me dire ce qui s'était réellement passé avant qu'ils s'en aillent, ou après. Donc, vous imaginez que ça, c'est vraiment de la véritable investigation. Il faut avoir la granularité de l'information, il faut savoir à qui on s'adresse, il faut éviter les fuites avant que le papier sorte, et il faut éviter aussi le jeu du procès. C'est-à-dire que vous savez que quand vous touchez à une personne publique, vous pouvez vous retrouver au tribunal parce que la personne ne va pas être d'accord avec son portrait. Donc, il fallait être capable de faire quelque chose mi-figue, mi-raisin, qui soit lisible, qui ait une véracité historique, et qui démontre soit son véritable talent, soit un talent en double teinte. Le fait de l'Internet
l'arrivée de l'Internet a totalement changé ce modèle macroéconomique. On est maintenant dans une information qui est numérisée, qui avance à la vitesse de l'éclair, qui peut être mise en ligne, comme dirait Lucky Luke, en tirant plus vite que son ombre. Il y a aussi un problème de remise en cause parce que le fait de cette vente directe de l'information pose le problème du producteur au consommateur. Vous achetez de l'information qui parfois vous est délivrée gratuitement, mais vous n'êtes pas obligatoirement maître de l'information qui tombe entre vos mains. Cette information, normalement, elle doit être véritable, elle doit être vérifiée, elle ne doit plus être contestable, ce qui pose aussi le problème de l'angle et du point de vue. L'information disponible via les réseaux sociaux instantanés non vérifiés pose problème. Après, on a le problème de la rentabilité. À l'époque des agrégateurs de contenu, il y a toujours une contrepartie. Est-ce que Google peut être un tiers de confiance pour la presse ? Un article, vous savez que la validité d'un article pour être coté, lorsque vous avez des investisseurs, les mots-clés vous cotent et vous archivent. Donc, plus vous choisissez un angle qui va être récupéré par les agrégateurs et qui va vous mettre en haut des agrégateurs, c'est-à-dire plus votre article aura ce qu'on appelle dans notre jargon un angle et un chapeau qui sera visible, plus vous aurez un nombre de clics qui sera important. Donc, plus votre article sera vu. Ce qui veut dire qu'en termes d'audience, plus l'article est vu, mieux c'est. Donc, d'où, c'est très trivial, hein, mais d'où le problème de bien répertorier et de choisir ces mots-clés. L'arrivée du web fait que maintenant nous avons une apparition de nouveaux métiers. Le journaliste blogueur n'existait pas il y a plus de 10 ans. Le journaliste devient aussi dépendant d'une marque. Parce que maintenant, vous pouvez travailler directement pour des agences de relations presse. Vous allez me dire, mais avant l'arrivée du net, comment cette information presse arrivait ? Dans le monde du management et de la technologie, l'information arrive par ce qu'on appelle des cabinets de relations presse. C'est-à-dire que tous les éditeurs, que ce soit Oracle, que ce soit SAP, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple, s'offrent les services d'un cabinet de relations presse. Le cabinet de relations presse, en fait, il va nous envoyer une information en nous indiquant deux choses. Par exemple, un chiffre d'affaires. Par exemple, nous convier à une conférence de presse où l'éditeur, par exemple Apple, va nous annoncer son chiffre d'affaires ou va nous convier à l'arrivée de la nouvelle tablette, comment cette tablette a été conçue, comment elle va être vendue, qu'est-ce que cette nouvelle... que propose en fait cette nouvelle tablette par rapport à la tablette antérieure. Quelles sont les grosses nouveautés technologiques. L'autre angle également qui est intéressant quand on travaille par le biais d'une boîte de relations presse, c'est de pouvoir aussi mettre en exergue et de pouvoir comparer les chiffres qu'on vous propose. Parce qu'un cabinet de relations presse est obligatoirement formaté par rapport à l'éditeur ou au constructeur qui va utiliser. Moi, je me place bien d'un point de vue management ou d'un point de vue éditeur d'outils. C'est-à-dire dans le monde, par exemple, cabinet conseil ou éventuellement dans le monde très techno. Je ne me place pas du tout dans l'info politique, qui n'a rien à voir, qui est en fait l'environnement politique utilise aussi des cabinets de relations presse, mais tout à fait pour autre chose. La troisième chose qui est très intéressante, c'est qu'après, il va falloir créer des contenus pour ses clients. C'est-à-dire que là, vous avez une très très grosse différence. Soit vous travaillez, soit vous êtes un journaliste indépendant et vous refusez de travailler pour des cabinets de relations presse, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle du public reportage qui était évoqué tout à l'heure, soit vous travaillez uniquement pour la presse spécialisée. Ce sont deux métiers totalement différents. Si vous travaillez pour un cabinet de RP, vous pouvez vous griller, si ça se sait, par le milieu de la presse grand public, parce que vous seriez jugé parti. Donc vos confrères ne verraient pas ça d'un œil totalement satisfaisant. Maintenant, je vais vous montrer comment on travaille par le biais des réseaux sociaux, et notamment par LinkedIn. Est-ce que tout le monde connaît ces réseaux sociaux Viadeo et LinkedIn? Non.
Donc c'est des réseaux sociaux uniquement professionnels, c'est-à-dire qu'on y met son CV, ses expériences professionnelles. C'est aussi bien utilisé pour des jeunes qui sortent d'études supérieures pour rechercher un emploi, rechercher des stages. Mais là aussi, on a des espaces, des forums, des thèmes. On peut s'abonner à des, comment on appelle ça, des groupes. Et donc ça permet d'avoir de l'information. Et donc aujourd'hui, on peut être donc étudiant et évidemment s'inscrire sur ces réseaux. C'est comme Facebook, faut se créer un compte. Mais aussi, on a beaucoup de professionnels qui recrutent ou des entreprises qui font des stages typiquement, par exemple, de marque. Donc on retrouve une information très 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 riche, mais uniquement dans le domaine professionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de photos de vacances, on ne met pas ses états d'âme. On peut recommander des gens, c'est-à-dire que si vous êtes une entreprise qui a un salarié à travailler chez vous et que vous voulez recommander une autre, on peut recommander des gens. Il y a vraiment un objectif qui est complètement tourné vers l'emploi, la recherche d'emploi, l'embauche, la formation, les stages, etc. Et donc Viadeo est français, avec une surface européenne surtout, et LinkedIn est américain, hein. Donc avec une surface évidemment un peu plus internationale. Et moi, par exemple, c'est comme ça que j'ai recruté, entre guillemets, donc j'ai pris contact avec Madame Lindemann, parce que tout au début de l'idée de notre colloque, il faut balancer des pistes. Et je suis allée, j'ai deux comptes j'ai un compte sur chaque réseau social. Et donc j'ai mis une alerte comme ça dans mon groupe social média. J'ai mis une alerte en disant, voilà, le CLIMI, Académique Dijon, fera un colloque, et elle m'a répondu en disant moi ça m'intéresse. Donc après évidemment on a pris contact, mais c'est une source d'information, c'est ce qu'elle va montrer, et c'est vrai pour les journalistes notamment quand ils cherchent le mouton à 5 pattes là, ou à 4 pattes. Je vais vous faire une démonstration avec LinkedIn. On est en train d'essayer de se connecter pour vous montrer comment ça marche dans le réseau et pour vous montrer en vrai dans quel groupe je suis connecté et comment je fais en fait. Mais moi, je conseille à tous les étudiants, et il faut le dire à vos élèves, une fois qu'ils sont sortis du système scolaire, universitaire ou école, de s'inscrire sur ces réseaux sociaux. D'autant qu'on voit d'autres CV, on voit d'autres lettres de motivation, on voit comment ça fonctionne, les mots-clés qu'il faut mettre en avant, les profils, on voit des offres d'emploi, comment rebondir sur ces offres d'emploi, c'est très très intéressant. Donc, vous êtes sur mon LinkedIn privé. Donc à partir de là, vous voyez qu'en haut, je suis en compte premium. C'est-à-dire que le compte premium, c'est un compte payant. Pourquoi j'ai pris un compte premium? En fait, le compte premium, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça vous permet de rentrer, ça vous permet d'envoyer ce qu'on appelle des emails à des gens qui vous intéressent, que vous avez repérés, qui peuvent être des DG, qui peuvent être des chasseurs de tête, qui peuvent être des nageurs de très haute compétition. Et il y a une garantie de retour. C'est-à-dire que si ils ne vous répondent pas, LinkedIn vous recrédite d'un ou de 2 emails, puisque comme vous payez pas à chaque fois que vous envoyez un email, vous payez en fait une sorte de forfait. Le forfait, vous avez plusieurs gradations de forfait, c'est franchement pas cher pour le service que ça peut rendre. Donc c'est pour ça que là, à droite, là, vous voyez que c'est in et qu'en haut c'est marqué premium. Vous voyez en haut à droite, là, il y a un chiffre 88. Donc et en dessous, il est marqué message. J'ai envoyé à ce jour 86 messages et j'ai reçu 86 réponses. Marcella Leblanc, pour la petite histoire, c'est l'ancienne DRH de Accenture. Accenture, avant, c'était Arthur Andersen. Et il se trouve que cette personne, j'ai entre autres été chargée de faire son portrait. Et lorsque j'ai fait son portrait, elle m'avait expliqué qu'elle parlait 8 langues, mais qu'elle en écrivait que 7. Et en fait, moi, quand j'ai fait son portrait, je lui ai fait relire, parce qu'elle était quand même DRH de la Corp, et j'avais mis froidement qu'elle écrivait qu'elle parlait 8 langues. Et elle m'a renvoyé un email en me disant « Non, attendez, non, je ne vous ai pas dit 8, j'en parle 8, mais j'en ai écrit que 7. »
c'était assez génial. Et donc, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire que j'avais un peu perdu de vue parce qu'à la fermeture d'Andersen, qui par la suite est devenue Accenture, elle a été mutée. Donc, je l'ai cherchée par le réseau de LinkedIn puisque je voulais savoir un petit peu si elle faisait toujours des ressources humaines ou pas pour l'inviter à un congrès. Et en fait, elle m'a répondu et elle m'explique maintenant qu'elle travaille ailleurs et qu'elle est nommée à Marseille. Mais qu'elle n'est plus du tout, elle travaille pour la MGN, qui en fait, c'est une société qui s'occupe de paquebots. Ça n'a rien à voir avec le secteur du conseil. Donc là, vous voyez, c'est un certain nombre. Là, par exemple, il y a Schema. Schema, c'est une énorme école de commerce. Et Schema avait fait paraître une petite annonce pour quelqu'un pour gérer le réseau des anciens. Donc je voulais savoir si c'était une annonce qui intéressait uniquement le réseau des écoles de commerce ou si éventuellement le réseau universitaire pouvait éventuellement se trouvait être intéressé ou avait des chances d'être recruté par une école de commerce. Parce que vous savez qu'il y a un dilemme entre les écoles de commerce et le monde universitaire. C'est deux mondes qui sont extrêmement clos, qui en principe ne se parlent pas, sauf de rares exceptions près. Donc vous voyez, sur cette page, vous voyez d'une part en haut à droite, donc, le chiffre qui correspond au nombre de emails que j'ai reçus. Ça correspond aux discussions auxquelles je suis rentré. C'est-à-dire qu'on va rentrer après vraiment par mes centres d'intérêt. Je suis rentré en discussion par spécialité, soit pour le management, soit pour de la techno, soit pour de la natation. L'intérêt de rentrer dans des discussions, c'est de faire de l'investigation indirecte. C'est-à-dire qu'en fait, de trouver de l'information que vous pouvez remixer, dont vous pouvez vous resservir. C'est-à-dire qu'entrer en contact avec ces personnes pour leur poser un certain nombre de questions clés qui vont correspondre à un angle de papier qui vous intéresse. Vous avez également la possibilité, quand vous êtes en compte premium, de savoir qui s'est amusé à voir votre profil. Donc en ce moment, je suis chassé. Je sais qu'il y a Sciences Po qui me court après depuis 8 jours. Et je sais à peu près qui dans Sciences Po me cherche. Parce que quand vous allez dessus, Sophie Mièvre, en fait, après je suis allé voir qui c'était. C'est une des grandes managers de Sciences Po. Donc c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Donc je vais aller voir jusqu'où ça peut aller. Vous avez également le compte-rendu de commentaires. J'ai participé à un commentaire sur le recrutement et l'innovation. Et il y a des gens qui m'ont répondu en disant qu'ils avaient apprécié mes 10 commentaires. Quand vous cherchez un job, je vous invite vraiment à vous connecter sur LinkedIn parce que le fait de pénétrer l'intérieur de tout ce qui concerne les centres d'intérêt et tout ce qui peut concerner le groupe, de rentrer dans un groupe, et je vous expliquerai après comment on fait pour rentrer dans un groupe, ça peut vous permettre de vous faire remarquer. Si vous faites remarquer, vous allez attirer des gens vers vous. D'envoyer un CV standard en disant je suis diplômé d'une école de documentation et je voudrais venir faire de la doc chez vous, personne n'ira vous chercher. Par contre, si vous devenez un mercenaire et si vous acceptez de rentrer dans un groupe de discussion qui évoque justement ces problématiques de recrutement, ces problématiques de réseaux sociaux, ces problématiques de comment peut-on innover tout en recrutement, comment peut-on innover dans votre job au quotidien. Là, par contre, vous avez davantage de chances d'avoir un CV gagnant et d'être gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'entreprise qui vous recrutera sera gagnante et vous-même, vous serez gagnant parce qu'en fait, vous n'aurez pas à chercher. On viendra vers vous. L'autre chose qui est également intéressante sur LinkedIn, c'est que vous avez Pulse qui vous donne un certain nombre de nouvelles au quotidien. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle, le tireur de Libération et de la Défense reste introuvable. C'est signé le Nouvel Obs. Et ça, c'est une information qui est vraie, parce que sur LinkedIn, vous ne pouvez pas avoir ce qu'on appelle des faux, c'est-à-dire de l'information qui est fausse. On vous dit aussi, à la tribune, quelqu'un a publié « Fatigué de réfléchir, Google le fait pour vous ». On peut répondre en disant qu'on n'est pas d'accord du tout et que Google, quand même, c'est un outil qui peut permettre de la réflexion,
mais en aucun cas, j'accepterai que Google puisse penser pour moi. C'est un peu comme si j'étais militaire et que les militaires pensent pour moi, puisque quand on fait son service militaire, c'est très cadré, on ne peut pas avoir d'opinion personnelle. On a une opinion qui dépend obligatoirement de l'adjudant ou du commandant-chef. Donc vous avez également le commentaire, c'est lors de la rentrée pour les 42 étudiants de l'école d'informatique de Niel. Niel, c'est Xavier Niel qui a créé cette fameuse école d'informatique qui va former les journalistes de demain. Bah, ça se discute. Donc là, si vous allez sur mes centres d'intérêt, vous avez 4 centres d'intérêt qui existent d'entrée de jeu sur LinkedIn. Vous avez l'entreprise, les groupes, Pulse et études et formations. Si je vais sur entreprise, vous allez voir le nombre d'entreprises éventuellement qui peuvent m'intéresser. On me propose à droite de suivre éventuellement certaines entreprises. Le SFPJ, la presse, France 24. Et puis vous avez les entreprises que je suis moi de façon régulièrement. Et on m'a dit que j'en suis 18. Alors je suis l'asso de sport en région parisienne, c'est normal. ABG Intelligence, qui en fait est un organe de presse qui dépend du gouvernement, qui s'occupe de doctorants, qui s'occupe de l'avenir de futurs docteurs. L'agence de presse R100, Angie, qui est une sorte d'agence de presse, on va dire, et qui diffuse également des revues de presse. Arte, Full Six, c'est une énorme agence qui est à la frontière entre l'agence de presse et le grand communicant, en fait. Full Six, c'est une base de données qui permet de pouvoir à la fois fabriquer de l'information et à la fois suivre de l'information sur des cibles orientées management. On peut également voir ce qu'on appelle qui j'ai dans mes contacts, dans mon réseau, qui j'ai dans mon réseau, parce que lorsque vous avez un réseau, le réseau, il vous sert en fait pour pouvoir récupérer de l'information. Plus vous avez un réseau qui est étendu, plus votre réseau d'information sera important, intéressant et fouillé. Plus l'information aura une granularité intéressante et utilisable. Et surtout, j'ajouterais une information qui ne dépendra que de vous. Parce qu'en fait, vous pouvez choisir votre angle et à partir d'un angle que vous allez choisir pour écrire votre article, vous choisirez de voir telle ou telle personne ou de ne pas demander de renseignements à telle ou telle autre personne. Vous choisirez en fait votre focus. Vous me suivez ? Donc là, vous voyez que je suis à la fois en cheville, entre guillemets, avec des enseignants, avec un réseau d'avocats, avec des agences de com, avec une agence du Figaro qui s'appelle Adult Classified, qui est directeur en fait de toute la partie petites annonces du Figaro, mais du Figaro cadre emploi, pas du Figaro en tant que tel, hein, le Figaro cadre emploi qui est en fait une annexe du Figaro. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de savoir, au final, on a bien compris que là, tout ça, c'est des ressources, mais l'efficacité de ces ressources, en tant que journaliste, c'est-à-dire, est-ce que c'est redoutablement efficace, c'est-à-dire dès qu'on a un réseau assez dense et qu'on est abonné à tous ces groupes, on a vraiment une source d'information riche, ou finalement il faut téléphoner ou prendre contact avec 20 personnes avant d'avoir une réponse? Non, alors on a une information qui est extrêmement rapide, à la vitesse de l'éclair. Il suffit en fait, généralement je travaille avec 2 gros informateurs, parce que je sais que ces 2 informateurs-là sont fiables et que l'information que je vais obtenir pour un angle de papier précis sera d'une part fiable, elle ne sera pas redondante et elle n'est pas obligatoirement utilisée par d'autres. Ce qui est intéressant, c'est de garder une information qui va se diffuser, mais qui soit
à forte valeur ajoutée. Si par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Gartner, qui est une énorme société qui a fabriqué ce qu'on appelle une matrice. Quand vous êtes éditeur de logiciels, vous passez par une société pour savoir la validité de votre outil. Si votre outil va se vendre beaucoup, va se vendre peu et va se vendre rapidement. Tous les éditeurs demandent conseil à Gartner parce que Gartner est auteur d'une matrice qui permet en fait sur un cadran de pouvoir savoir si vous êtes en haut, en bas, au milieu, à droite ou à gauche. Suivant l'endroit où vous vous situez, vous avez de fortes chances de devenir demain le numéro 1 ou de boire le bouillon très vite si vous n'êtes pas racheté. Et quand on demande une source à Gartner, on peut connaître le chiffre d'affaires indirect de la société, l'éditeur de logiciels. On peut connaître le point de vue de Gartner par rapport aux cabinets conseils qui vont utiliser ou ne pas utiliser l'outil. Et surtout, ce qui est très intéressant également, comment ça se passe au niveau du management, quelles sont les grosses sociétés de conseil qui vont utiliser cet outil et comment elles vont utiliser cet outil. Est-ce qu'elles vont utiliser cet outil à des fins managériales? Est-ce qu'elles vont utiliser cet outil à des fins comptables? Ou est-ce qu'elles vont utiliser cet outil uniquement parce qu'il faut posséder l'outil, le mettre en stand-by et ne l'utiliser que certaines fois, qu'elles définiront selon la nature de l'outil. Je vais vous donner un exemple, SAP par exemple. SAP, c'est un outil qui permet à la fois de faire de la comptabilité, à la fois de gérer une chaîne, par exemple Cognac, qui fabrique de l'alcool, utilise SAP. Je vais vous expliquer comment. Lorsque l'alcool sort du fût, et il y a ce qu'on appelle une mise en embouteillage, l'outil SAP peut fabriquer la chaîne, c'est-à-dire qu'il peut décider si le taux de remplissage doit être à un rythme cadencé, rapide ou lent. Il peut également cadencer la nature de l'embouteillage, c'est-à-dire si ce sont des bouteilles qui vont partir sur l'étranger, puisque l'embouteillage n'est pas le même en ce qui concerne le cognac. Si vous mettez du cognac qui part à l'étranger ou si c'est du cognac qui est vendu uniquement sur le territoire français. Donc cet outil, en fait ce qu'on appelle des ordres de lancement, et il peut même après aller jusqu'à calculer le nombre de boîtes en carton qu'il va falloir récupérer pour pouvoir, après l'embouteillage, mettre ces bouteilles dans un conteneur, c'est-à-dire les mettre en boîte, et après que le conteneur les emmène pour pouvoir les faire partir. Donc en fait, SAP, c'est un énorme outil qui fait tout. SAP peut même éventuellement calculer dans un supermarché, par rapport à la concurrence, le nombre de fois où vous venez dans votre supermarché sans que vous le sachiez, et il peut calculer exactement comment vous avez rempli votre panier. Mais ça, c'est une chose que vous ne voyez pas. C'est indirect. Ce qui serait bien, c'est qu'on revienne un petit peu à notre problématique au niveau du changement du métier de journaliste. Alors, finalement, ces réseaux sociaux, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus parce que ça vous permet d'aller plus vite, ça vous permet de fouiller et de faire une enquête de façon beaucoup plus rapide, et ça vous permet de donner une réponse fiable. C'est-à-dire que Solzhenitsyn disait, on lui demandait quel était le rôle d'un écrivain, et il disait, le rôle d'un écrivain, c'est de laisser quelque chose à penser au lecteur. En presse, avec l'utilisation des réseaux sociaux, le rôle d'un journaliste, c'est de diffuser une information, c'est de laisser quelque chose à penser au lecteur, mais c'est de ne pas laisser sur une fin sans réponse. Normalement, un bon papier, c'est un papier qui se ferme, et qui se ferme sur une fin en posant peut-être certaines questions, mais en matière de marketing avec une fin très stricte. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport... Donc là, bon, je pense qu'on a tous bien compris, notamment ces deux réseaux sociaux, plus ceux qu'on a... Enfin, celui, parce qu'on a vu que Facebook, au final, vous voyez, c'est très très peu utilisé par les journalistes en général, parce que c'est un univers bien spécifique, plutôt d'amis. Twitter est très utilisé, et je pense, Laurent, vous utilisez aussi beaucoup... LinkedIn pas tant que ça, nous, mais peut-être parce que ça tient aussi au sujet qu'on traite. Et je pense que quand on traite de problématiques entreprises ou ce genre de choses, on en a plus besoin. Nous, on utilise quand même Facebook. On l'utilise non pas
pour faire de la veille. Et c'est vrai qu'on a ici beaucoup parlé des outils qu'on utilise pour faire de la veille, pour trouver les sujets qui vont nous servir à rebondir et à créer des articles. On s'en sert plutôt pour la diffusion, c'est-à-dire c'est un endroit où on diffuse des articles et c'est un relais d'audience important. Donc on ne néglige pas Facebook. Il faut savoir qu'il y a quand même énormément plus de personnes sur Facebook que sur Twitter, LinkedIn et Viadeo réunis. Et donc pour nous, c'est un levier qu'on ne peut pas négliger. Mais de fait, pour la veille, c'est un peu moins important. Alors, je vais vous faire un tout petit comparatif avec le concurrent de LinkedIn qui est Viadeo. Parce qu'en fait, j'utilise aussi Viadeo, mais vous allez voir que Viadeo ne se prête pas du tout. Il y a aussi des groupes de parole, on peut aussi rentrer dans des groupes, mais ça ne se prête pas du tout de la même façon. Et la troisième chose qui est également intéressante, c'est Twitter. Parce que j'utilise aussi Twitter, j'ai un compte Twitter avec un pseudo. Je m'appelle Nageoire. Nageoire parce que Fédération Française de Natation, et c'est un pseudo plutôt sympathique, on va dire. Voilà, Viadeo. Donc j'ai aussi un compte Viadeo, mais sauf que Viadeo, je suis sortie du compte payant parce que je n'étais pas très satisfaite du service en fait rendu par Viadeo. Ce qui était intéressant, c'est de montrer, en fait, et moi je crois que vous l'avez bien montré, c'est qu'à la fois les réseaux sociaux dans leur globalité, ils ont deux, c'est ce qu'on était en train de dire avec Laurent, deux fonctions. On va dire que c'est Viadeo, LinkedIn et Twitter sont plutôt des ressources en termes de ressources d'information. Et Facebook, c'est plutôt pour relais d'audience, voilà, diffuser sa propre information, faire communiquer. Et donc, on a des outils qui sont classés dans une boîte comme ça, réseaux sociaux, mais en sachant que chacun a des fonctionnalités différentes. Et là, on voit bien avec Viadeo et LinkedIn, c'est que c'est plus utile, d'après ce que vous nous dites, pour des journalistes qui sont spécialisés dans des domaines plutôt pointus, techniques, et où avoir de l'infogénie, c'est moins intéressant. Mais c'est intéressant pour trouver ce fameux mouton à 5 pattes qui va nous donner la bonne information au bon moment. Donc là, on a le compte, c'est le compte Twitter. Oui. Là, je me suis mis sur le compte Twitter. Donc vous voyez que Twitter, il y a mon surnom, Nageoire, journaliste, créateur de Doctopolis. Doctopolis, c'est une association de doctorants que j'ai créée. On a monté il y a 2 ans, on a fait un grand raout au CNAM sur les réseaux sociaux qui s'appelait « Être recruté par un réseau social, utopie et ou réalité ». Ça a défrayé un petit peu la chronique parce que j'ai fait venir LinkedIn, Viadeo, 3 cabinets conseils, et on les a tous mis autour de la même table et on les a fait discuter sur pourquoi, quand on cherchait un job, il fallait absolument se mettre sur un réseau social et quelle était l'utilité, quel était le retour sur investissement, quelle était la nature de l'information que l'on pouvait laisser sur un réseau social, le danger en fait de l'utilisation d'un réseau social. Puis on avait également un contre-pied sur le réseau social qui était pris par un cabinet conseil en organisation et en recrutement qui expliquait qu'elle était contre parce qu'elle trouvait que faire la chasse aux individus sur un réseau social, c'était pas toujours très clean et pas toujours très propre. Donc c'était intéressant parce qu'il y avait en fait les deux versions. Donc là, vous voyez que sur mon compte Twitter, ce qui est aussi intéressant sur le compte Twitter, c'est qu'en fait, il y a également mes tweets et le nombre de gens qui me suivent. Là, chose que j'ignorais depuis hier soir, je suis suivi par Bruno Patino. Bruno Patino, pour la petite histoire, ça a été le créateur et l'un des grands directeurs du Monde.fr. Et il est aujourd'hui directeur de France Télévisions. Donc pour moi, être suivi par Bruno Patino, je suis plutôt contente. Il y a une règle également sur Twitter, c'est que je reçois des alertes sur Gmail de gens qui souhaitent me suivre désormais sur Twitter. À moi d'accepter qu'ils me suivent ou éventuellement de ne pas les suivre. La règle veut, lorsque l'on se connecte à Twitter, lorsque quelqu'un vous propose de vous suivre, de lui rendre l'appareil et également de le suivre. Mais il y a aussi des profils qui ne vous intéressent pas et que vous n'avez pas du tout envie de suivre. Donc vous pouvez accepter d'être suivi, mais de ne pas accepter de suivre celui qui s'abonne à votre tweet.
Là, vous avez mon nombre d'abonnements et mon nombre d'abonnés. Donc, oui, on va peut-être pas rentrer forcément dans le détail de votre compte parce que c'est un petit peu... mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je suis abonné à des sites de type Monsieur Management, au langage verbal ou non verbal. À quoi me sert Twitter? Twitter va à la fois me servir pour engager une discussion sur un sujet donné et à la fois pour continuer de m'instruire. C'est ce que j'appelle de la veille concurrentielle. Par Twitter, je peux découvrir qu'à tel endroit, on va utiliser tel ou tel outil, que cet outil est beaucoup plus en vogue, par exemple, sur le territoire américain ou anglo-saxon, alors qu'en France, il n'est pas du tout utilisé. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que... Bon, je sais que beaucoup doivent prendre Migrer. un train ou un bus ou... Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à Madame Liman, qui nous a bien expliqué comment elle utilisait donc d'autres réseaux sociaux qu'on n'avait pas encore évoqués et qui sont source d'informations très importantes pour un certain nombre de journalistes et surtout des journalistes plutôt qui sont sur un sujet un peu plus technique ou pointu. Donc ça, c'est intéressant. Je pense qu'avec vous êtes plus garde nombreux, mais j'espère qu'avec l'ensemble des invités qu'on vous a proposés aujourd'hui, on a répondu à la problématique qu'on s'était posée, que vous apprenez un petit peu mieux les relations qu'entretiennent les médias et les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, on peut conclure que c'est difficile de faire du journalisme sans les réseaux sociaux. Après, à eux de gérer... cette relation, je t'aime moi non plus. Hein. Et écoutez, en tout cas, je remercie nos participants et nos invités. Et je vous remercie, vous, d'être venus, d'être restés jusqu'au bout. Et je sais pas, je vous dis pas au 12e parce que, les temps financiers sont durs, donc on est heureux de vous avoir proposé un 11e colloque. Et puis, rendez-vous dans l'académie chez vous, parce que je vais en voir bientôt, sur notre site internet, sur les sites des personnes invitées. Bon retour à tous et à bientôt. Et on reste on a des adresses mail, vous pouvez rester connectés avec nous, puis tout sera retransmis sur notre site, visible sur notre site bientôt. Merci à tous.